Bienvenue dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être. Dans votre émission, nous allons parler du système de protection de l'enfance en Belgique. À ce titre, nous accueillons Madame Sonia Texera, responsable clinique de l'Espace Rencontre Bruxelles. Elle est conseillère conjugale de formation et thérapeute contextuelle. Elle viendra nous parler de sa fonction, mais aussi du rôle des espaces rencontres dans le maintien du lien parent-enfant. Elle est accompagnée de Monsieur Rémi Fourquet, qui est assistant social, qui est intervenant auprès des familles à Espace Rencontre Bruxelles. Merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Alors, nous avons également avec nous Maître Aaron Collin, qui est avocat au barreau de Bruxelles. Je ne sais pas si j'ai bien dit votre nom. C'est Colline, mais c'est OK. Oui, et il n'y a pas de E, c'est normal. Colin, Colline. Normalement, il y a un E. Ah oui, voilà. À mon avis, ma petite assistante a fait une erreur de frappe. Donc, c'est Aaron Collin, qui est avocate au barreau de Bruxelles et pratique essentiellement depuis 4 ans et demi le droit de la famille, le droit de la jeunesse et le droit civil général. Elle est associée du cabinet Uytendal, Gérard Kennes et assistante à l'Université libre de Bruxelles en méthodologie juridique. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors enfin, nous avons Bakali Tahiri Amjad qui est déjà venu dans cette émission, qui est psychologue clinicien à l'Espace Santé Famille, qui est un service d'accompagnement à la parentalité et de santé mentale. Il encadre les visites parents-enfants sur base volontaire. Merci Amjad. Merci, il n'y a pas de souci. Alors, en 2016, 41 587 jeunes ont été pris en charge par l'aide à la jeunesse. Ces jeunes se retrouvent bien souvent en difficulté ou en danger. Une récente étude publiée par l'Office de la naissance et de l'enfance recense environ 150 lieux de rencontres parents-enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles. La majorité se situe en milieu urbain. En ce qui concerne l'accueil, l'offre en Wallonie atteint 37,9% en 2019, soit près de 38 places d'accueil pour 100 enfants. Les solutions d'accueil d'urgence seraient aussi saturées en Fédération Wallonie-Bruxelles et ne permettraient pas d'assurer la prise en charge de tous les enfants qui nécessitent une mesure d'urgence. Dans ces situations de crise, l'hôpital est souvent la seule solution disponible pour les personnes devant y faire face. Nous allons discuter de toutes ces difficultés que l'on rencontre avec les enfants qui sont placés, mais les enfants dans les espaces rencontres aussi. Donc nous allons en discuter avec nos spécialistes des familles aujourd'hui. Alors je vais commencer avec Madame Texera. Pourriez-vous peut-être expliquer à nos auditeurs ce qu'est un espace rencontre ? Alors, donc un espace rencontre, c'est un service qui a pour but de permettre à un enfant de rencontrer dans des conditions aussi sereines que possible le parent avec lequel il ne vit pas, notamment dans les situations où le maintien du lien est impossible ou très difficile. Par exemple, suite à un conflit entre les parents ou dans des situations où le droit de visite classique serait préjudiciable pour l'enfant. Quand on parle de l'enfant, quand on parle du parent, il faut l'entendre au sens large. Ça peut être le père, la mère ou des grands-parents, ou toute personne qui peut prétendre à un droit aux relations personnelles avec l'enfant. Donc, on peut envisager avoir recours à espace rencontre si, par exemple, un des parents s'oppose au contact entre son enfant et l'autre parent, si le conflit parental risque de confronter l'enfant à de la violence ou à de l'agressivité, si un enfant est placé et que les rencontres dans son milieu de vie seraient compliquées, par exemple dans les cas où les parents ne seraient pas d'accord avec la mesure qui a été décidée par le tribunal. D'accord, donc on voit que vous pouvez intervenir dans vraiment plusieurs situations différentes. Tout à fait, en fonction de comment le mandant, donc le tribunal ou le service d'aide à la jeunesse, a estimé que l'enfant avait besoin d'une certaine protection. Ok, super. Alors moi, je me retourne un peu vers notre avocate. Quel est le rôle d'un avocat spécialisé dans l'aide à la jeunesse et à quel moment il intervient spécifiquement ? Alors, l'avocat spécialisé en droit de la jeunesse, il peut assister et conseiller les mineurs qui en ont besoin parce qu'ils se trouvent en situation de danger. Alors, 2 hypothèses possibles. Soit ils se trouvent en danger parce que leur intégrité physique ou psychologique est menacée, soit parce qu'ils ont commis un fait qualifié infraction et qu'ils sont donc considérés comme des mineurs délinquants dans le jargon juridique. Mais l'avocat spécialisé en droit de la jeunesse, il peut aussi défendre les intérêts des parents de ce mineur. Alors ce sont 2 rôles assez différents. Lorsque l'avocat représente un mineur, il doit défendre ses intérêts, bien sûr, mais il doit surtout être son porte-parole. Je veux dire par là qu'il doit porter à la connaissance du juge le ressenti et la position de l'enfant, et il est indispensable que l'avocat se positionne clairement vis-à-vis du mineur comme celui qui va
comme un perroquet un petit peu, porter sa parole à la connaissance de tous les intervenants du dossier. C'est essentiel parce que ces intervenants, il y a le juge, bien sûr, je l'ai dit, mais il y a les parents aussi, il y a éventuellement le SAJ, le SPJ et tous ces organes qui gravitent autour de ce jeune. Ils ont chacun un rôle spécifique à jouer dans l'aide à la jeunesse et ils doivent agir et décider toujours dans le respect de l'intérêt de l'enfant. Et on verra tout à l'heure un peu comment vous portez cette parole de l'enfant aussi auprès des tribunaux, auprès des différents mandants. On en parlera tout à l'heure. Alors, Monsieur Bakali Tahiri, quel rôle joue le psychologue lors des séances de rencontres parents-enfants ? C'est pas dans tous les espaces rencontres qu'il y a forcément un psychologue. Il faut savoir. C'est vrai qu'à l'espace santé-famille, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que à l'espace santé-famille, ça fonctionne sur base volontaire et c'est fait dans un cadre thérapeutique entre guillemets, ce qui n'est pas forcément le cas des espaces rencontres mandatés du tribunal. Ici, c'est vraiment des parents en difficulté qui, suite à une médiation, ont accepté de faire passer ou de passer par un espace rencontre avec un psychologue comme médiateur. Voilà, tout à fait. On va dire que le contexte est déjà différent en fait. Voilà, on est plus dans une optique d'essayer de soutien plutôt, d'accompagnement surtout. Et en fait, le but du psychologue sera alors de proposer un espace bienveillant afin de favoriser les échanges parents-enfants dans un cadre sécurisé et de qualité surtout. Donc l'objectif est de mettre en place un cadre de rencontre adapté aux besoins de l'enfant et du parent. Donc c'est ça l'objectif principal en tout cas. Le professionnel donc fait office de tiers qui permet de garder les liens familiaux parents-enfants, de favoriser la communication entre eux de manière saine. Et de plus, donc, le psychologue s'assure que les conditions de rencontre soient optimales. Donc voilà. Ici, on entend besoin de l'enfant. Donc, on entend aussi qu'il doit y avoir dans cet espace ou dans cette rencontre une écoute des besoins de l'enfant aussi. Et je suppose qu'il y a des moments aussi où les besoins de l'enfant ne sont pas rencontrés, où l'enfant peut être mis en danger. À ce moment-là, il faut passer plutôt vers des mandants et vers des services comme Espace Rencontre ici à Bruxelles, où là vraiment c'est peut-être plus cadré par rapport au Par exemple, dans le cadre de Espace Santé Famille, le noyau principal, ça reste l'enfant, dans le sens où on va regarder plus son développement, s'il est vraiment adapté, s'il arrive à s'épanouir, tout simplement, à s'ouvrir dans cet espace-là. Le but d'offrir un espace, c'est aussi créer un peu des jeux, du lien, de la parole aussi. C'est un échange, c'est ça que je disais, c'est un peu favoriser l'échange finalement entre l'enfant et les parents qui justement souhaitent utiliser cet espace-là pour renouer leur lien finalement avec leur enfant qui a été mis à mal. Ou parfois, c'est des parents qui sont peu outillés. Et on parlera tout à l'heure de la guidance parentale que vous mettez en place aussi à Espace Santé Famille. Exactement. Alors, moi, je me retourne aussi vers Monsieur Fourquet, qui est assistant social, comme on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, par rapport au mandat, est-ce que chez vous, le service est payant ? Qui est-ce qui mandate ? Est-ce que c'est sur base volontaire ? Est-ce que c'est sous contrainte ? Pour que nos auditeurs comprennent un tout petit peu. Oui. Du coup, pour la première question par rapport à la gratuité, donc le recours à notre service est totalement gratuit. C'est une revendication, en tout cas, d'où l'importance du financement d'un service tel que le nôtre, pour que tout le monde ait la possibilité de pouvoir dire que le droit aux relations personnelles, le contact enfant-parent, ne soit pas soumis à des considérations financières. Donc, en effet, c'est une revendication que l'intervention de notre service soit gratuite. Maintenant, pour la question du mandat, donc on a bien compris en effet que ici, l'espace rencontre avant dont il était question, c'est sur base volontaire. Et c'est vrai que nous, il y a toute une base où on est mandaté par des tribunaux, par des instances et des services judiciaires. On parle plutôt de désignation. Et du coup, toutes les instances qui peuvent nous désigner, il y en a beaucoup. Donc on parle des tribunaux de la famille qui, eux, vont intervenir plutôt pour régler les questions de garde, les questions de pension alimentaire, de divorce, etc. On va être mandaté par des tribunaux de la jeunesse qui ont plusieurs attributions. Mais en tout cas, nous, en ce qui nous concerne, c'est les mineurs en danger. Et on peut également être mandaté par la cour d'appel. Donc quand les parents font appel d'un jugement qui a été rendu par le tribunal de la famille ou par le tribunal de la jeunesse. On peut également être mandaté par les SAJ. Donc dans le cadre d'un programme d'aide négocié avec les parents, il peut être question d'avoir recours à un espace rencontre. Et les services de protection de la jeunesse, donc les SPJ, peuvent aussi, quand ils réfléchissent les mesures, directement passer par nous et poser la question d'un espace rencontre comme une mesure. Et là, c'est plus sur base volontaire, alors du coup, parce que si c'est le SAJ, le parent est toujours
il est c'est pas vraiment contraignant, c'est on trouve un accord et on passe alors par voilà, notre c'est ça. service. En tout cas, les programmes qui sont établis au SAJ, c'est des programmes d'aide négociés. Donc les parents sont censés participer à l'élaboration de ces programmes d'aide. Et du coup, tous ces services aussi, je pense que c'est important de préciser que chez nous, en tout cas, on peut être mandaté autant par le côté francophone que par le côté néerlandophone. Donc voilà, ça fait toute une série de personnes qui peuvent nous mandater. Maintenant, on peut aussi intervenir sur base d'un accord entre les parents. Donc des parents qui, via un service ou via des avocats, entendent parler du service Espace Rencontre, peuvent se mettre d'accord par écrit. Et du coup, nous, on peut intervenir sur base d'un écrit. Voilà, il y avait la question de la contrainte, du coup, qui est également importante. Cette question, elle est complexe parce que c'est vrai qu'en effet, à partir du moment où il y a un mandat judiciaire, il y a la question de la contrainte. Et comme on en a déjà discuté plusieurs fois en équipe, en tout cas, on se dit, on travaille sur base de ça, que les parents, ils sont contraints de respecter la mesure qui leur est imposée. Maintenant, nous, on ne peut pas travailler sans un minimum il faut que les parents adhèrent un minimum à la mesure, que ce soit une mesure protectionnelle ou pas. Voilà, en tout cas, il faut qu'on puisse ensemble mettre du sens sur ce qui est en train de se passer, voilà, pour pouvoir établir un projet, pour savoir vers quoi on va. Donc, on travaille sous mandat, on travaille sous contrainte, mais c'est vrai que la question de la contrainte, elle est discutée avec les parents, en fait, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Et qu'il y ait un lien de confiance qui puisse s'établir entre vous et éventuellement les parents. Et d'ailleurs, l'enfant le sentira davantage. Je pense que c'est tout bénef pour tout le monde s'il y a une collaboration qui se met en place. C'est indispensable. C'est indispensable. Oui. Ouais, voilà. Maître Aron, vous vouliez intervenir? Oui, non, je disais effectivement, le SAJ, on l'a dit, c'est sur base en fait uniquement volontaire, c'est-à-dire qu'il y a un programme d'aide qui est mis en œuvre quand les deux parents collaborent, et c'est essentiel pour l'enfant, bien entendu, ça c'est sûr. C'est tout aussi essentiel dans le cadre d'un espace rencontre, bien entendu. On pourra reparler tout à l'heure de qu'est-ce qu'on fait quand il y a un parent qui, alors qu'un espace rencontre est mis en œuvre, refuse soit de participer à l'espace rencontre, quand c'est le parent que j'appellerais défaillant, entre guillemets, soit quand le parent qui héberge par hypothèse à titre principal l'enfant refuse de l'amener à l'espace rencontre. On en parlera, mais voilà, une fois que le SAJ est dans une situation où il y a un refus, parce qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre un programme d'aide, et que l'enfant se trouve dans une situation de danger, alors il peut saisir en effet le parquet, qui va lui-même alors citer les parents et l'enfant au tribunal de la jeunesse, et les mesures qui sont prononcées par le tribunal de la jeunesse sont quant à elles contraignantes, c'est-à-dire qu'on n'a en principe pas le choix de s'y conformer. Oui, et le juge peut mettre une astreinte aussi aux parents s'ils refusent de s'y conformer. Alors, on peut en parler maintenant si vous le souhaitez. Puisqu'on en parle, allons-y. Voilà, alors effectivement, donc qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve dans une situation où un parent refuse? Alors, d'abord, le parent dispose, le cas échéant, parce que généralement, les espaces rencontres sont désignés par un magistrat, souvent, et dans ce cas-ci, si on est dans un processus de refus, on est par hypothèse avec pas un accord amiable sur le propos, donc on est avec une décision judiciaire. Donc il y a des voies de recours, on en a parlé brièvement tout à l'heure, donc en fonction du tribunal, on peut saisir la cour d'appel, le cas échéant, pour pouvoir réformer la mesure qui a été prise. Si ça ne marche pas, eh bien on peut demander au magistrat de prononcer une astreinte. Une astreinte, c'est quoi? C'est une somme d'argent qui est fixée par le juge pour forcer, entre guillemets, une personne à faire quelque chose. Et donc ici, ce serait, par hypothèse de nouveau, forcer, par exemple, dans mon exemple de tout à l'heure, si c'est la maman qui est l'hébergement principal de l'enfant et qu'elle doit amener l'enfant à l'espace rencontre et qu'elle ne le fait pas, elle pourrait être redevable d'une astreinte à l'autre parent, prenons par exemple le père, parce qu'elle ne l'a pas remis. À chaque fois qu'elle ne remet pas l'enfant, elle doit payer à monsieur une somme d'argent. Idem à l'inverse. Donc on pourrait dire, monsieur, vous devez vous présenter à l'espace rencontre pour rencontrer votre enfant. S'il ne le fait pas, il pourrait y avoir une astreinte, mais dans les faits, c'est plus rare. C'est plus rare. Et en réalité, si le refus persiste, il faut quand même être réaliste. Il faudra en tirer les conséquences utiles, avec l'aide d'intervenants sociaux, à mon avis, pour soutenir l'enfant, et le cas échéant, le parent l'autre parent, en tout cas, qui était volontaire, pour qu'il puisse appréhender et accepter le mieux possible cette décision. Le tribunal pourra aussi en tirer les conséquences utiles, le cas échéant, en prononçant des mesures
des modifications de l'hébergement mis en place, mais c'est très compliqué à gérer. Donc là, tous les intervenants sociaux sont très importants dans cette situation-là. Et donc du coup, il y a sûrement des réunions avec tous les intervenants autour de l'enfant, de ceux qui accompagnent les familles, je suppose, pour essayer de trouver des solutions qui pourraient permettre à chacun de trouver un petit peu voilà. Mais ça dépend dans quelle situation on se trouve. Oui. Parce que si on se trouve au tribunal de la famille, qu'un parent ne vient pas, il n'y a pas de SAJ, il n'y a pas de services sociaux autour. Et donc le parent, il est tout seul. Il est très démuni, en effet. Il est très démuni. Il peut se saisir de son avocat pour pouvoir aller faire le constat au tribunal auprès du juge que la mesure qu'il a mise en place n'est pas possible, c'est pas possible de la mener à bien. Et donc, en fonction de qui ne se présente pas, alors il va mettre une astreinte. Mais si c'est un parent visiteur, donc celui qui vient voir son enfant, si c'est lui qui ne vient pas aux rencontres, c'est très rare qu'un juge mette une astreinte. C'est extrêmement rare. Et de fait, moi, je ne connais qu'une décision, en tout cas dans ce que j'ai pu voir, qui a prononcé une astreinte dans ce sens-là. Ah oui. Moi, j'en ai jamais eu. Oui, c'est ça, mais donc c'est très très rare. Moi, j'en ai déjà vu une aussi, mais une. Ah oui, c'est ça, mais c'est vraiment très rare. Je posais la question. C'est vraiment très rare. Alors, on va déjà devoir aller vers la pause. Donc, on s'arrête, mais vraiment 1 ou 2 minutes, chers auditeurs. Vous pouvez aussi nous appeler ou nous envoyer des SMS au 0488 106 800 si vous avez des questions pour nos intervenants. On revient tout de suite dans 2 minutes dans Santé pour tous sur Arabelle FM. Voilà, nous sommes de retour dans Santé pour tous. Aujourd'hui, nous parlons du service de protection de la jeunesse. On parle des enfants qui passent par des espaces rencontres. On parle avec une avocate. D'ailleurs, Maître Aaron, qui est avec nous, allait nous parler un petit peu aussi du fait d'avoir un avocat quand on est un enfant et pourquoi un enfant devrait avoir droit à un avocat. Alors en matière de droit de la jeunesse, le mineur, il a l'obligation en fait d'avoir un avocat lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi. Il s'agit d'un droit fondamental qui lui est octroyé par la loi, de même que par des conventions internationales, notamment la convention relative aux droits de l'enfant. Alors, ce n'est pas le cas lorsque le dossier n'est pas encore judiciarisé et qu'on se trouve par exemple devant le SAJ dont on parlait tout à l'heure, où là l'assistance de l'avocat elle est facultative. Alors, je l'ai dit brièvement, mais on accorde une place de plus en plus importante aux mineurs, à l'écoute et à la prise en considération de sa parole, ainsi qu'à la défense de ses intérêts. Aujourd'hui, il est devenu quasi systématique de prévoir des garanties spécifiques pour les enfants dans le cadre de toutes les législations et procédures pouvant les mettre en cause ou leur être utiles. Alors, un autre rôle important de l'avocat, dont on en a parlé tout à l'heure, je vous avais dit que c'était vraiment le porte-parole de son ressenti et de ses besoins, c'est que l'avocat, il doit aussi conseiller, bien sûr, son jeune client, mais lui rappeler ce que sont les règles de droit et qu'est-ce que la loi prévoit. Donc, par exemple, il va lui expliquer comment se déroule la procédure judiciaire, quels sont ses droits de recours, le cas échéant, comment se déroulent in concreto les mesures prises par le juge, comme par exemple le placement en dehors du milieu familial, combien de temps durent ces mesures prises par le juge, comment est-ce que lui peut saisir le juge d'une demande, etc. etc. Donc ça, c'est aussi assez essentiel puisque le jeune doit pouvoir être assisté. Alors, question qui se pose généralement, qu'est-ce qu'on fait quand notre mineur est tout petit? Donc quand il est nouveau-né ou qu'il a 6 mois, 1 an, en réalité il ne parle pas, il comprend sans doute pas très bien ce qu'on lui dit, certainement pas des termes juridiques même quand c'est vulgarisé. Donc là, le rôle de l'avocat, c'est bien sûr toujours de défendre les intérêts de son client, de le représenter, mais dans ce cas-là, il va plutôt se calquer un petit peu et avancer dans le sens décidé par le magistrat, le juge de la jeunesse, en espèce, qui, lui, statue dans l'intérêt de l'enfant. Donc, on va essayer de se calquer dans cette voie-là. Et parfois, vous demandez aussi, parce que moi, je suis expert judiciaire, mais on demande aussi des avis techniques extérieurs pour voir, par exemple, comment va l'enfant. Si c'est un bébé, on fait des évaluations sur le bébé. Voilà, enfin, il y a des experts extérieurs qui peuvent faire des évaluations sur les tout-petits pour dire, tiens, il évolue bien, il évolue moins bien. Voilà... Moi, j'ai une situation comme ça. À un moment, il y a des années, j'ai travaillé 6 ans dans le placement familial, dans ma jeunesse, quand j'avais de l'énergie. Maintenant, je suis calée, là. Une petite consultation, mais il fut un temps, j'ai travaillé 6 ans dans le placement familial.
Et je me souviens qu'on avait dû faire un rapport d'évaluation sur un bébé. La juge était étonnée parce qu'elle était étonnée de voir tous les détails qu'on avait donnés sur le bébé est dans le contact ou n'est pas dans le contact, il est dans la recherche de contact, il s'agrippe, il peut babiller, etc. Enfin, en fonction des échelles de développement de l'enfant. Et la juge était contente parce qu'elle disait ça vient alimenter. C'est précieux de faire des rapports comme ça sur les petits. Il n'y a pas beaucoup de psychologues qui savent faire les évaluations sur les tout petits, mais il y en a. Il y a des experts. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est essentiel comme rôle. Hein. C'est pas juste important, c'est essentiel parce qu'il faut bien se rendre compte que le juge, que ce soit devant le tribunal de la famille, qui est quand même le tribunal naturel et compétent pour statuer en matière d'autorité parentale, d'hébergement, de contribution alimentaire, et le tribunal de la jeunesse, avec le juge de la jeunesse, il ne voit l'enfant que très très peu, en fait. Et donc, ils ne savent pas, et c'est logique, se faire une idée complète de comment va l'enfant, comment il se porte, comment il réagit à telle ou telle autre situation. Donc les intervenants, les experts, pédopsychologues, pédopsychiatres, tous ces gens sont essentiels pour effectivement mesurer l'impact de la procédure sur le jeune et les capacités sans doute éducatives des parents aussi, et comment est-ce qu'on peut, quelle décision est-ce qu'on peut prendre qui serait conforme le plus possible à l'intérêt de l'enfant. Oui, tout à fait. Alors moi, je reviens un petit peu vers Monsieur Bakali aussi. Tahiri, comment se déroulent les séances à l'espace santé-famille et qu'est-ce que vous mettez en place pour faciliter les échanges ? Alors, tout d'abord, il est important que l'espace de rencontre soit adapté aux échanges et aux besoins de l'enfant. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'enfant reste le noyau principal de l'espace rencontre pour les familles. Voilà, donc on axe surtout, on va dire, l'attention autour de l'enfant. Et en fonction de l'âge de celui-ci, nous ne proposons pas le même type d'activité. Par exemple, nous mettons à disposition des familles des jeux, des outils qui vont servir de médiateurs dans la relation. Et donc, on peut déjà remarquer que le jeu permet d'une part de faire participer tout le monde, le parent, l'enfant, mais aussi le psychologue. Hein. Lui aussi est inscrit dans le lien, finalement, de cet espace rencontre. Et d'autre part, permet de créer une atmosphère beaucoup plus détendue. De ce fait, donc, les échanges deviennent plus fluides, plus naturels et favorisant aussi l'entente mutuelle au final, ce qui est bon pour l'enfant. Et l'enfant se sentira donc plus à l'aise et beaucoup plus confiant lors des prochaines rencontres. Et les parents, eux, ils vont ressortir plus contents et ils vont donc se remontrer volontaires encore de revenir dans cet espace de rencontre. Et nous proposons également aussi des sorties accompagnées, notamment pour que les rencontres se déroulent comme dans le quotidien, au final. Voilà. Donc l'objectif de tout ça, c'est de recréer donc du lien, mais aussi d'accompagner l'adulte dans sa parentalité et ses pratiques éducatives. Donc l'idée, c'est un espace quand même médiatisé ici, si je comprends bien. Donc c'est plutôt de se dire, le thérapeute s'inclut pour un peu prêter aussi son psychisme aux parents, voilà, au papa, maman ou aux grands-parents, le cas échéant. Et l'idée, c'est que à court, moyen, long terme peut-être, le parent puisse ne plus avoir besoin du service. C'est ça, voilà. Disons, en fait, le psychologue va un peu mettre une pièce entre le parent et l'enfant. Donc là, le psychologue, il est inscrit plutôt comme acteur, on va dire. C'est un peu différent de d'autres thérapies. Oui. Du coup, lui, il va essayer de remonter, de souder la relation parent-enfant. Et au fil et à mesure... Renforcer un peu. Voilà, le but, c'est de renforcer ce lien et de réparer finalement ce lien pour que, justement, au moment où le psychologue va se mettre en retrait, que voilà, ce lien est finalement reconstruit et même repartira de plus belle. D'accord, ok. Mais je suppose que c'est pas tout à fait la même chose ou pas tout le temps la même chose de votre côté. Comment ça fonctionne chez vous ? En tout cas, nous, tous les espaces rencontres officiels, on va dire, sont régis par un décret qui impose des missions, toute une série de manières de fonctionner. Mais en tout cas, chaque espace rencontre a son fonctionnement et sa clinique propre et aussi toute une série de manières de faire qui lui sont propres. Donc là, en tout cas, ce que je vais expliquer, ça concerne votre nous ici, Espace Rencontre Bruxelles. Du coup, la première chose à dire, c'est que nous, on organise des rencontres de 3 types. Donc il y a des rencontres à l'intérieur des locaux. Il y a des rencontres avec sortie, donc c'est des rencontres où il y a un petit temps au début, un petit temps à la fin dans les locaux, et entre les deux, il y a une sortie. Non accompagnée. Non accompagnée. Contrairement à vous. Chez nous, c'est accompagné. Voilà, oui, tout à fait. Donc l'enfant et le parent sont seuls à l'extérieur et reviennent après dans nos locaux. Et du coup, on organise aussi des rencontres avec passage. Ça, c'est un petit peu plus rare, mais en fait, c'est des rencontres où il y a un temps de garde qui est accompagné par nous, soit au début, soit à la fin.
Donc on peut imaginer que la fin d'un week-end, le samedi soir, se passe à Espace Rencontre, ou que le début d'un week-end, le mercredi après-midi ou le vendredi après-midi, se passe via Espace Rencontre. Donc voilà les 3 types de rencontres qu'on propose. Maintenant, pour la rencontre concrète, la première étape d'une rencontre, donc le jour de rencontre, on a le parent visiteur, donc celui qui vient voir son enfant, qui arrive dans nos locaux, et du coup on prend un temps de 15 minutes avec lui. Ce temps, il a plusieurs fonctions. C'est un temps simplement pour voir comment il va, avec quoi il vient aujourd'hui, comment il se sent, est-ce qu'il y a des choses qu'il a envie de dire à son enfant, ou est-ce qu'il y a des choses qu'il s'attend que son enfant lui renvoie. Ça permet aussi de revenir sur la rencontre précédente. Pour certaines situations, c'est aussi un moment qui sert de filtre, donc c'est-à-dire que c'est un moment qui va nous servir à pouvoir s'assurer que le parent est en état de faire la rencontre, que ce soit en état physique, en état psychique, et qu'il soit disponible pour accueillir l'enfant. 15 minutes après ça, il y a l'enfant qui arrive avec son parent hébergeant, du coup. Ils arrivent à l'accueil, donc notre pièce d'accueil à Espace Rencontre est séparée du reste des locaux. Et du coup, là, on va pouvoir accueillir l'enfant et son parent, prendre un petit temps en général pour voir s'il y a des choses qui ont besoin de se dire en présence des deux, donc de l'enfant et du parent. Donc voilà, on essaye d'accueillir ça. Et ensuite, donc le parent hébergeant part, donc lui quitte les locaux le temps de la rencontre. Et là, il y a un petit moment où nous, intervenants, on se retrouve seul avec l'enfant dans un couloir qui est entre la salle d'accueil et entre la salle de rencontre. Et du coup, ça, c'est un moment, en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction du lien qu'on a pu créer avec lui, où il y a des choses qui peuvent se travailler, où on peut lui demander éventuellement s'il y a des choses qu'il souhaite dire à son parent qui est dans la salle, voir s'il y a des choses qu'il ne souhaite pas lui dire. Parfois, peut-être qu'à l'accueil, il y a eu un échange un peu compliqué avec le parent chez qui il vit ou avec les intervenants de l'institution dans laquelle il vit, etc. Donc voilà, il y a un petit moment, un petit espace qui est consacré uniquement à l'enfant. Et du coup, ensuite, on rentre dans la salle de rencontre où l'attend son parent. Donc on a une salle de rencontre dans laquelle il y a 6 familles maximum, qui est une grande salle avec un espace de psychomotricité. Il y a aussi il y a des jeux, il y a du matériel ludique. Et nous, voilà, là, c'est notre travail d'intervenant à ce moment-là. Il va pouvoir prendre plusieurs formes, il va pouvoir se décliner de plein de manières. En tout cas, l'important et la chose primordiale, c'est que la manière dont les rencontres se passent et dont on les accompagne dépend de chaque famille. Il y a des familles où le travail va être de favoriser la parole, parfois de la faire naître, parfois ça va être peut-être de la calmer un petit peu. Parfois, ça va être, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, aussi à l'espace santé-famille, de pouvoir créer quelque chose autour du jeu, de suggérer un jeu ou une activité. Et du coup, ça fait aussi naître plein de choses à observer, à débriefer. Ça met le parent et l'enfant dans plein de situations particulières. Donc voilà, il peut se passer toutes sortes de choses pendant la rencontre. Et une fois que l'heure de rencontre est finie, donc le parent hébergeant revient chercher son enfant. Donc il sonne à la porte de nos locaux simplement. À ce moment-là, on vient prévenir que le parent est arrivé. On raccompagne l'enfant, donc même schéma. On a un petit moment seul avec lui pour voir comment ça s'est passé, s'il y a des choses qu'il a envie de transmettre à l'autre parent chez qui il retourne. Et ensuite, le parent et l'enfant s'en vont. Et du coup, le parent visiteur qui est venu voir son enfant, lui, doit de nouveau rester 15 minutes. Et du coup, ces 15 minutes-là servent à débriefer la rencontre, à voir simplement comment ça s'est passé, à reprendre certaines choses, à répondre à certaines questions. Ça peut avoir... parfois, il n'y a pas nécessairement de discussion. Voilà, ça dépend vraiment des familles et des situations. Et une fois que les 15 minutes sont passées, du coup, le parent visiteur peut partir. Et voilà, ainsi de suite, au fur et à mesure des mois et des semaines, comment se passent les rencontres. D'accord. Alors, on verra tout à l'heure quel est votre rôle vis-à-vis du montant aussi. Mais moi, je voulais d'abord revenir vers Maître Aaron. Pourquoi demande-t-on l'intervention d'un espace rencontre ? Comment la fréquence des visites est-elle déterminée ? Alors, ce sont 2 questions qui appellent 2 réponses distinctes. Donc, d'abord, l'intervention de l'espace rencontre, il est demandé lorsqu'il existe des craintes pour la sécurité physique ou psychologique d'un enfant. Donc, c'est évidemment assez vaste comme concept. Et de manière générale, on fait appel à un espace rencontre, et Madame Texera a évoqué cet élément-là tout à l'heure, sauf erreur de ma part, quand un enfant, par exemple, a été victime
ou témoin d'actes de violence de la part de l'un ou l'autre de ses parents. Lorsqu'aussi l'un ou l'autre des parents de l'enfant connaît des problèmes d'addiction à l'alcool ou à la drogue, par exemple, et que donc ça a créé des difficultés intrafamiliales, ou lorsque l'enfant a été privé de contact avec l'un ou l'autre de ses parents durant un temps important, a fortiori lorsque l'enfant est très jeune. L'espace rencontre, c'est un outil qui est indispensable pour les familles qui se trouvent dans de telles situations. Il offre un lieu et un accompagnement qui favorise le maintien ou la reprise de contact entre un enfant et le parent. On l'appelait visiteur, moi je l'appelais défaillant, mais visiteur c'est un peu plus, c'est un peu plus adapté en effet. En tout cas, ce parent avec lequel il ne vit pas ou avec qui il a eu des difficultés, genre j'évoquais la violence à l'heure, les addictions, enfin ça peut être toutes sortes de choses. Et cet espace rencontre, il est nécessaire dans des situations compliquées de rupture, on en parlait, de lien, puisqu'il est fait appel à l'intervention de ces tiers neutres et professionnels de l'enfance qui du coup pourront contrôler, assister et soutenir l'enfant et son parent par hypothèse dans le cadre de la reprise de contact. Alors en ce qui concerne la fréquence des visites, elle est déterminée en principe par le juge quand l'espace rencontre est désigné par un magistrat. Et les fréquences généralement sont fixées au préalable. Donc les intervenants, sauf erreur de ma part, peuvent aussi adapter quand même ce planning en tenant compte de l'intérêt de l'enfant et du souhait des parents aussi. Pour un exemple précis, j'ai reçu une cliente très récemment qui a eu une rupture de lien assez importante avec un enfant qui habitait donc en Pologne. Le juge belge était saisi, il a fixé un espace rencontre pour qu'il y ait une reprise de contact entre l'enfant et sa mère, en disant cet espace rencontre, il va fonctionner à concurrence de 3 fois par semaine pendant les vacances scolaires, parce qu'en réalité, madame est à l'étranger. Et entre-temps, entre le moment où l'affaire a été plaidée, la décision qui a été rendue, etc., madame s'est réinstallée en Belgique. Et donc, on est un petit peu dans une difficulté parce qu'elle a l'intention de rester en Belgique, là où se trouve l'enfant. Et donc, elle se dit, mais enfin, moi, je ne vais pas limiter mes contacts à l'espace rencontre uniquement pendant les vacances. Ça ne va pas, je voudrais pouvoir le voir aussi pendant les périodes scolaires. Et donc là, on s'est entendu avec le conseil de monsieur et on va solliciter l'espace rencontre qui est une ouverture quand même et qu'on puisse adapter les modalités de rencontre. Mais a priori, c'est fixé au préalable. Ça peut être flexible, mais à chaque fois réinterpeller le tribunal alors du coup. En tout cas, dans notre service, nous, on n'est pas flexible là-dessus. Enfin, c'est-à-dire que c'est super important que le magistrat ait pris cette décision ou que les parents se soient accordés là-dessus. C'est ça, s'il y a un accord des parents, en effet. Parce que pour nous, c'est important qu'on soit dégagé de toutes ces mesures, de toutes ces discussions qui prennent énormément de place et qui, du coup, ne nous laissent pas de la place pour pouvoir se centrer sur ce qui est important pour l'enfant. Et du coup, nous, ce qu'on a réfléchi, c'est que si le magistrat, si le jugement ne prévoit pas de modalité, on applique celle par défaut. Et donc, chez nous, par défaut, c'est une rencontre tous les 15 jours à l'intérieur des locaux. Et si les parents veulent autre chose, et en fonction de la situation, ils vont solliciter leur avocat pour faire des propositions. Si ça ne marche pas, ils peuvent demander une audience pour demander autre chose. Ou ils peuvent contacter la déléguée du SPJ pour faire une autre demande. Mais chez nous, ça ne... Oui, de toute façon, vous devez respecter le jugement, c'est obligatoire, je suppose. Oui, tout à fait. Mais donc, certains espaces rencontres, même ceux qui sont subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ont cette liberté de pouvoir... Enfin, voilà, c'est leur choix. Oui, ça dépend, en tout cas, nous, on a fait le choix qu'on ne veut pas être soumis à ça. On veut se dégager de ces décisions-là. D'accord. Alors, on doit faire une toute petite pause de 2 minutes. Donc, chers auditeurs, restez avec nous, c'est très très intéressant. Aujourd'hui, on parle de la protection des enfants. Donc, je vous dis à tout de suite dans Santé pour tous. Vous avez un... Voilà, nous sommes de retour dans Santé pour tous. Ce soir, nous parlons de la protection des enfants avec nos spécialistes. Nous avons un espace rencontre qui est avec nous, une avocate spécialisée dans le droit de l'enfant et un psychologue qui travaille à l'espace Santé Famille qui encadre les visites parents-enfants. D'ailleurs, je reviens vers lui. Je voulais savoir, Monsieur Bakali Tahiri, si vous proposiez des séances de guidance parentale en parallèle des visites et pourquoi ce choix de proposer des séances ? Effectivement, nous proposons aussi des guidances parentales afin de donner aux parents donc des outils et des conseils éducatifs d'une part, mais aussi pour écouter leurs difficultés rencontrées face à la parentalité d'autre part aussi.
Donc tout ça, le but, c'est d'aider ces parents qui se sentent en détresse et de leur donner des moyens pour mieux gérer leur parentalité. Mais c'est vrai que moi, j'ai quand même travaillé longtemps dans le placement familial et souvent, je me suis fait cette réflexion de on va enlever l'enfant à ses parents, on va lui expliquer qu'il est défaillant ou qu'il ne fait pas ce qu'il faut, mais il n'y a pas beaucoup de services qui vont lui expliquer qu'est-ce qu'il doit faire pour être adapté, adéquat à l'enfant. Tout à fait. Et c'était un peu ça, peut-être l'idée aussi de faire de la guidance parentale. Voilà, c'est tout simplement, être parent déjà, c'est pas facile, tout simplement. Ça c'est un rôle conséquent qui demande beaucoup de responsabilités et voilà, il est naturel qu'une personne ou une autre ne savent pas quoi faire, tout simplement. Et les conseils ont pour but juste d'aider la personne juste à savoir quoi faire. Ça peut de être l'outiller, en fait. Parce que parfois, chacun a son porte-bagages. Moi, je dis toujours, on a tous un petit sac à dos. On se balade tous avec nos blessures, nos fragilités. Voilà, notre contexte, parfois, notre environnement. D'en prendre conscience et de travailler sur ça, ça permet aussi de réadapter nos pratiques éducatives. Voilà, ça peut sembler quelque chose de basique, mais qui reste quand même fondamentalement essentiel, je dirais. Essentiel, oui. Et alors, moi, je me retourne vers Madame Texera. Du coup, quels sont les avantages d'avoir recours à un espace rencontre ? Alors, on a déjà expliqué qu'en tout cas, on a un recours à un espace rencontre quand un enfant peut être privé d'un lien avec son parent. Et cette impossibilité d'être dans un lien avec son parent, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être un conflit parental, ça peut être un enfant qui a été qui a participé ou qui a pas participé, je me trompe, un enfant qui a assisté à de la violence conjugale, un enfant qui a été considéré comme maltraité par un parent, ou comme le disait tout à l'heure Maître Colline, pardon, Maître Aron. Colline, le prénom, Maître Aron, le nom. Quand il y a des parents qui ont des addictions et qu'ils pourraient mettre l'enfant en danger. On a déjà aussi eu des parents qui sont sans domicile fixe, qui sont quand même parents, et que c'est important qu'ils puissent avoir un endroit sécurisant où ils peuvent rencontrer leur enfant. Nous, en tout cas, on a fait le choix à Espace Rencontre, par exemple, de faire en sorte que l'enfant, si on ne soit pas confronté à un conflit parental, c'est pour ça qu'il y a ce quart d'heure de décalage. On a fait le choix aussi que toutes les rencontres soient accompagnées par des intervenants. Il y a toujours la présence d'un intervenant. On fait le choix de pouvoir prendre un temps avec le parent pour voir si son état, comme le disait mon collègue, il est apte, il est en état de faire la rencontre et si il va pas mettre son enfant en danger. Et puis l'intervention d'un espace rencontre, pour toutes ces raisons qu'on a citées, on est quand même désigné par un tribunal parce que le juge estime que l'enfant pourrait être en danger et que c'est le rôle aussi à ce moment-là d'un espace rencontre de veiller à ce que les droits des enfants soient respectés, à ce que les règles soient aussi respectées, et puis de pouvoir nommer et de pouvoir informer le tribunal si quelque chose ne va pas. Si un enfant est considéré, au moment où nous on intervient dans la situation, si on constate qu'un enfant est en danger ou qu'il pourrait être mis en danger, que ce soit un danger physique ou un danger psychique, parce que en général c'est plutôt des dangers psychiques, hein. Dans un espace rencontre, le danger physique, on peut très vite, tout est mis en œuvre pour qu'il n'y ait pas de la violence physique qui puisse être faite dans un espace rencontre. Mais un danger psychique, on ne sait pas le prévoir. On ne sait pas prévoir ce que le parent va dire à son enfant. On peut essayer de le préparer, on peut essayer de travailler ça avec lui, mais fondamentalement, on ne sait pas ce que le parent va dire. Et donc, on doit pouvoir mesurer tout ça. Et si malgré tout notre accompagnement, le parent a trop difficile de se mettre... De penser à son enfant, en tout cas de ramener l'enfant au centre dans son intérêt, il faut pouvoir le nommer auprès du juge et de dire les rencontres dans ces conditions-là, c'est pas possible. Donc je sais pas si c'est une question d'avantage, mais en tout cas ça doit être centré autour de l'enfant pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles.
Oui, alors c'est un avantage dans le sens, j'ai l'impression que le fait de pouvoir recréer du lien là où il y en avait peut-être plus, voilà, ça c'est pour moi un avantage important. Tout à fait. On sait que l'enfant il a besoin de voir ses parents. Enfin, c'est indispensable. Tant que les parents ne sont pas toxiques, enfin à un point où ça peut être dangereux pour l'enfant, mais on sait qu'on priorise ça. Et en France encore plus, je crois. Hein, c'est vraiment tout est centré sur l'enfant. Et il faut pas que ça se passe dans n'importe quelle condition. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est important, parce que un enfant... C'est pas à n'importe quel prix. Non, voilà. C'est ça, c'est pas à n'importe quel prix. C'est le parent qu'il va avoir pour le restant de sa vie. Ouais. On change pas de parents. Non. On divorce pas de ses parents. Non, on va faire avec les parents qu'on a. Et donc, aider l'enfant à se construire avec la réalité du parent qu'il a, c'est primordial. Ouais. Il a 2 lignées familiales. Il vient de 2 mondes, de 2 cultures différentes. Et parfois c'est de la multiculturelle. Ouais, surtout à Bruxelles. Et il faut qu'il puisse faire avec ça. Et donc les discours forcément vont être différents, surtout dans des situations conflictuelles. Il va entendre une histoire d'un côté, il va entendre une autre histoire de l'autre côté. Et puis lui, il va pas savoir quoi faire. Il a aussi besoin de pouvoir se confronter à la réalité du parent qu'il a. Parce que à Espace Rencontre, en tout cas, nous, c'est ce qu'on constate ces dernières années. On a de plus en plus de parents qui sont soit psychiatrisés, soit où on suspecte une psychiatrie. Et donc, quand on est dans un tribunal de la famille, que le juge entend les parents 3 minutes, parce que il est là pour... et donc, il n'a pas l'occasion de se rendre compte, et que nous, on reçoit cette famille-là et qu'on fait le constat qu'il y a une maladie mentale derrière, c'est pas possible que l'enfant puisse être tout seul avec son parent à la maison. Il y a tout un accompagnement. Et donc il y a un compte rendu de votre part aussi à ce niveau-là. Ça dépend. En tout cas, il n'y a pas de compte rendu. Il n'y a pas de compte rendu sur le déroulé des rencontres. Seulement. Oui. S'il y a un danger, ou si en tout cas la mesure imaginons que dans des situations où il y a une maladie psychiatrique, que le juge n'a pas pris conscience de ça, qu'il met des sorties en place, si ça va à l'encontre de l'intérêt de l'enfant, alors on va sortir de notre droit de réserve et on va le signaler au juge, on va lui dire que c'est peut-être trop tôt, que les conditions ne sont pas encore... Mais vous n'allez pas dans les détails forcément. Tout dépendra de la situation, parce que si par exemple le parent refuse, parce qu'on ne va pas faire ça sans le dire aux parents, hein. Le parent va être informé que nous, on estime que pour le moment, c'est peut-être un peu trop tôt. Donc, on va le dire aux parents, mais le parent, il est peut-être pas d'accord avec ça. Donc, en fonction de comment le parent réagit et accepte, si je peux dire, la mesure ou ce qu'on suggère, on ne rentrera pas dans les détails. Et si le parent, malgré tout ça, refuse et que nous, on pense que l'enfant risquerait d'être en danger, alors soit on va le diriger vers le SAJ, soit on va saisir le procureur du roi pour signaler le danger. Ça dépend. Voilà. Donc le recours à Espace Rencontre, ça peut être pour plein de choses. Plein de choses. Oui, c'est vrai que c'est très large. On n'a pas assez de temps pour pouvoir en parler d'ailleurs. Je prends beaucoup la parole. Non, vous avez raison, c'est bien parce que c'est super intéressant. On vous écouterait pendant des heures. Maître Aaron, du coup, est-ce que vous avez des contacts réguliers avec l'enfant et sa famille ou sa famille? Alors, l'avocat des mineurs, c'est très simple, il doit entretenir des contacts réguliers avec son enfant, qui est son client. Comme n'importe quel client et n'importe quel avocat, il faut qu'il y ait un contact entre les deux. Il peut le rencontrer dans son bureau, il peut le rencontrer à l'école, il peut le rencontrer en fait n'importe où, mais de préférence dans un endroit neutre et toujours hors la présence de ses parents. L'idée, c'est que l'avocat du mineur, il conserve sa pleine et entière indépendance pour défendre et porter au mieux les intérêts et la parole du coup de son jeune client. L'enfant a aussi le droit, lui, à chaque moment, en fait, de prendre contact avec son avocat s'il a une difficulté ou s'il doit poser une question, s'il ne comprend pas bien la situation, s'il veut invoquer tel ou tel droit qu'il a et dont il aura été préalablement informé. Mais donc, l'avocat de l'enfant, oui, bien sûr, un contact avec l'enfant le plus régulièrement possible. L'avocat du mineur, il va avoir contact avec les parents, mais plus rarement, puisqu'il n'a pas de rendez-vous fixé avec eux spécifiquement. C'est simplement qu'il va les rencontrer lorsqu'il assiste aux audiences, à des réunions SAJ,
si l'avocat est désigné, et à des réunions au SPJ, etc. Donc, pas de manière aussi fréquente que l'enfant, bien entendu. L'avocat des parents, lui, il n'a en principe pas de contact direct avec l'enfant. Il va avoir des contacts avec son avocat, bien sûr, donc l'avocat de l'enfant et les avocats des autres parties dans le dossier, le cas échéant, et ils vont s'échanger sur la situation de l'enfant et pour mettre chaque fois à jour où est-ce qu'on en est, comment se sent l'enfant, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles ont été les décisions qui ont été prises favorables, etc. Mais a priori, voilà, les contacts sont limités. Alors maintenant, j'ai une petite question, mais peut-être pour nos deux agents de terrain, j'ai envie de dire, je vais commencer par Monsieur Bakali-Tahiri, mais peut-être aussi vers Monsieur Fourquet. Qu'est-ce qui est difficile pour l'enfant dans ce contexte ? Eh ben, ce qui est le plus difficile dans ce contexte pour l'enfant, du coup, c'est le conflit parental, principalement. Il génère, par exemple, si vous voulez, une énorme souffrance chez l'enfant. Cela peut se traduire par la peur que cela puisse mal se dérouler, que le parent puisse être agressif ou avoir des propos déplacés. Le mal-être de rencontrer son parent sur le regard d'une tierce personne peut être aussi, dans un cadre particulier, peut aussi créer de l'incompréhension chez les petits, par exemple. Et il est essentiel de mettre des mots, de bien expliquer à l'enfant ce qui va se passer, la raison de cet espace rencontre, le rôle du psychologue pour les bases volontaires, et de chaque intervenant, au final, durant ces moments-là. D'accord. Mais donc, on sent... Alors là, vous parlez de conflit. Tout à l'heure, vous avez parlé aussi de psychiatrisation. Donc, je suppose que pour un enfant qui doit faire face à un parent qui a des troubles psychiatriques, ça doit être ultra angoissant aussi. Donc. Je ne sais plus qui l'a évoqué tout à l'heure, et c'est quelque chose qu'on se répète souvent entre collègues, c'est que nous, parfois, en tant qu'intervenants, on essaie un peu de prêter notre appareil à penser aux enfants qui font face à des situations qu'ils n'arrivent pas forcément à lire, ou en tout cas qui font face à des émotions qu'ils n'arrivent pas forcément à lire non plus, ou à décoder. Et je pense que c'est là tout notre travail, comme le disait ma collègue, dans des situations où on ne peut pas se séparer de ses parents, où on va devoir apprendre à faire avec ses parents. Je pense que c'est là, pas la plus grande difficulté, mais le plus gros challenge peut-être, de réussir à accompagner ses enfants dans la possibilité de décoder certaines choses chez leurs parents et d'apprendre à faire avec. D'accord. Alors, je vois que l'émission touche déjà à sa fin. Et du coup, ce que j'aimerais bien vous demander à tous, c'est un petit conseil pour nos auditeurs. Est-ce que vous avez un petit conseil pour nos auditeurs ? Madame Texera, peut-être ? Mais quand un juge met en place un espace rencontre, il y a des parents qui le refusent par principe parce qu'ils ne veulent pas être sous la surveillance d'un tiers. Mais j'ai très envie d'inviter ces parents-là à faire quand même le pas, de prendre contact avec un espace rencontre, en tout cas ne fût-ce que venir à l'entretien préalable pour voir que c'est pas c'est pas comme en prison. On n'est pas en prison dans un espace rencontre. Oui, voilà, il y a des a priori sur les espaces rencontres. Un petit conseil, Maître Aron ? Oui, brièvement, en ce qui me concerne, alors je pense utile de rappeler aux auditeurs qui se trouvent dans une situation de conflit parental ou en difficulté avec leur enfant qu'il existe des services de première ligne comme le SAJ, on en a parlé tout à l'heure, avec lesquels il ne faut pas hésiter à prendre contact parce que ce sont ces services-là qui peuvent les soutenir et les aider dans la gestion de la crise qu'ils traversent. Mais aussi, il est toujours opportun d'essayer de se diriger vers des modes alternatifs de règlement de conflit lorsque cela est envisageable. Je songe notamment à la médiation, la conciliation, la négociation, l'arbitrage, etc., qui permettent d'appréhender le conflit de manière moins violente que lorsqu'on plonge tête baissée tout de suite dans le combat judiciaire qui est toujours très lourd pour les parents et pour les enfants évidemment, et qui par définition on va rompre quasi systématiquement la communication entre les parties. Je vous signale aussi par rapport à ça que les avocats ont aujourd'hui l'obligation légale d'informer leurs clients de l'existence de ces modes alternatifs de règlement de conflit et de la possibilité d'y recourir à chaque étape de la procédure. Ils pourront donc a priori vous conseiller utilement à ce sujet-là. Oui. Et donc, peut-être à nos intervenants aussi, qu'est-ce que vous conseilleriez à nos auditeurs ? Je pense que ma collègue a bien résumé la chose et c'est vrai qu'en effet, nous, quand on se trouve en première ligne, on a parfois affaire à des parents qui ont énormément d'a priori justifiés sur notre service, qui ont beaucoup de peur, beaucoup de craintes, et je pense que nous rencontrer, venir en entretien, discuter, exposer cette situation, ça permet de démystifier, de débloquer beaucoup de choses. Donc oui, en effet, je pense que la première étape, c'est de rentrer en contact avec nous pour pouvoir nous rencontrer et voir que notre but, c'est de travailler ensemble. Monsieur Bakali ? Une petite phrase dans ce cas-ci. Un petit conseil aux parents, ce serait juste de prendre conscience que l'impact des conflits peut avoir sur l'enfant et que finalement, l'enfant, il aime les deux parents, tout simplement. Ouais.
Et très fort. Et très fort, oui. Il est très fort. Voilà, merci beaucoup pour cette émission. Chers auditeurs, je vous rappelle que le podcast sera disponible sur la chaîne YouTube de l'Espace Santé Famille. On se revoit jeudi prochain de 18 à 19h dans Santé pour tous.